1962, l'usine Serrabati naît. Le site se fait construire par les architectes de chez Michel Andro et Pierre Para et ouvrira ses portes en 1963. On y dénombrera 350 salariés chargés de fabriquer du carrelage et de la faïence. Cependant, en 1980, les premières difficultés apparaissent pour Serrabati à cause de la concurrence italienne et espagnole. Par la suite, en 1987, un groupe égypto-libanais rachète l'usine Serrabati, mais 5 ans après, un groupe nommé France Alpha rachète l'usine. Puis, en 1995, le groupe italien Marasi rachète le groupe France Alpha. En 2003, Serrabati devient Céramique France. 8 ans plus tard, en 2011, ARA France RAM investit entre 3 et 4 millions d'euros pour produire des tuiles photovoltaïques. L'usine semble vouloir se tourner vers les énergies renouvelables. En 2014, l'histoire se complique car Céramix est mise en liquidation judiciaire. 118 salariés sont en danger. Enfin, début 2015, les salariés luttent toujours pour se faire payer les salaires et les primes. Bonjour, je suis Nadine du club média du Collège Beaulieu. Nous sommes en compagnie de Monsieur Menet et de Monsieur Delimoges, anciens employés chez Céramix. Bonjour messieurs. Pouvez-vous vous présenter et présenter l'entreprise? De Limoges, j'étais chez Serrabati, Châteauroux Céramix, mais c'est vrai que le plus vieux nom c'est Serrabati et tout le monde connaît sur Châteauroux Serrabati et pas Châteauroux Céramix obligatoirement. Donc j'étais là-bas depuis 35 ans et j'étais responsable de l'atelier matières premières. On transformait les matières en barbotine pour fabriquer la poudre, pour fabriquer les carreaux qu'on vous a mis. Quelles étaient les conditions de travail? Les conditions de travail étaient, on peut dire, plutôt bonnes. On n'avait pas vraiment de réels problèmes au niveau des conditions de travail. On avait les problèmes inhérents à un endroit où il y a un four, inhérents à un endroit où il y a de la chaleur. Il faisait chaud l'été, froid l'hiver quand on était dans un atelier où il n'y avait pas de chauffage. Mais c'était les règles inhérentes à, je pense, beaucoup d'usines. Comment s'explique cette liquidation judiciaire et qui en est responsable? Alors, c'est compliqué. En fait, la liquidation judiciaire, pour nous, elle se passe on va dire, en 2 temps. On a une première session qui s'est faite il y a un peu plus d'1 an maintenant, on va dire 1 an et demi. Une première session où l'usine ARA France Céram qui avait prévu de fabriquer des tuiles, comme je vous ai amené là, des tuiles photovoltaïques, son idée à capoter, on va dire. Et donc, cette usine elle a revendu l'usine de Châteauroux et l'usine de Forbach, après avoir laissé une dette quand même de 28 millions d'euros à l'État. Voilà, donc, voilà, déjà. Et une des personnes qui était dans le conseil d'administration a repris Châteauroux et Forbach, parce que, pour des raisons X ou Y, le tribunal du commerce voulait revendre les deux, puisque sinon Châteauroux c'était déjà mort. En fait. Donc, ils ont repris Châteauroux et Forbach, tout en sachant que Châteauroux, à la longue, ils nous ont laissé mourir à petit feu, si on veut. C'est-à-dire qu'on a eu 6 mois de chômage partiel, on a eu un déplacement de four pour justifier ces mois de chômage partiel. Le déplacement de four étant fait et la production étant repartie, ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous couper le gaz pour ensuite se débarrasser de Châteauroux. Je travaille à la direction départementale des territoires, donc ça ne vous dit pas grand-chose tout ça, qui est en fait une direction qui rassemble l'ancienne DDE, ceux qui s'occupent des routes, et la direction départementale de l'agriculture, ceux qui s'occupent donc de tout ce qui est la problématique agricole. Donc ma fonction à moi, c'est de travailler justement sur tout ce qui est la gestion de l'espace par rapport à comment on organise les zones d'activité, où est-ce que ça se situe, comment ça va se passer en termes de transport, en matière de gestion aussi environnementale, toutes les questions qu'on va pouvoir poser là-dessus. Et je travaille aussi dans le cadre des contrats qui sont financés, soit avec l'Europe, soit avec l'État, soit avec la région, soit avec le département et les collectivités territoriales pour essayer de monter des projets. Quelles sont les causes de la fermeture de Céramix? Donc c'est la cause principale de la fermeture, c'est que pratiquement cette entreprise était condamnée. Alors si vous avez écouté les ouvriers, enfin les personnes que vous avez reçues, ils savaient déjà depuis 2009 que l'entreprise était déjà en situation
critique au niveau de son devenir. Donc la cause principale de la fermeture de Céramique, c'est qu'on est en fin d'un cycle industriel, soit on réinvestit sur l'outil de travail, soit d'une certaine manière on l'abandonne. Et le principe, c'est ce qui a été fait ici. Donc il vous expliquer un petit peu le fait qu'à un moment donné, on a réinvesti sur un autre site qui est dans la Haute-Loire. Ils ont transféré des fours dans la Haute-Loire, ils ont même travaillé à ce transfert, et ils ont participé d'une certaine manière à la fermeture de leur propre usine. Mais ils se disaient peut-être qu'il y aura peut-être un autre espoir, comme l'histoire des tuiles photovoltaïques, comme des trucs comme ça. Donc le principe, c'est qu'ils se sont retrouvés à un moment donné face à des gens qui étaient en face d'eux, qui leur tenaient un double langage, c'est-à-dire le langage de à la fois on maintient d'une certaine manière l'espoir en disant il y aura toujours peut-être des possibilités de faire autre chose, et puis la réalité économique qui était que déjà dès le départ, l'entreprise était condamnée. Est-ce que l'usine Céramique a beaucoup de concurrence en France? C'est pas tellement une question de concurrence, c'est surtout une question de marque en fait. Ce qui les intéressait, c'était surtout de racheter la marque Serabati. Pour eux, c'était important, parce qu'il faut savoir que pendant qu'ils nous ont repris, pendant les 6 mois où on était au chômage, où ils nous ont repris, et pendant ce temps-là, ils rachetaient une autre usine qui était à Marassi, qui était dans notre groupe avant une des sessions qui est remontée 4-5 ans en arrière. Ils rachetaient cette usine qui est à Polaguet, en Haute-Loire. Ils rachetaient cette usine qui était à Marassi, et cette usine, ils l'ont appelée Serabati. C'est-à-dire que cette usine Serabati fait à peu près les mêmes choses que nous en carrelage de grès. Ils ne font pas de faïence, mais ils font du grès. Et donc, pendant ce temps-là, ils ont racheté l'usine de Haute-Loire, tout en sachant qu'ils allaient se débarrasser de Châteauroux. Parce que Châteauroux, c'était une usine vieillissante, ils s'étaient engagés à faire des investissements qu'ils n'ont pas fait. Combien de familles sont concernées par la liquidation de l'usine? Les familles, il y a 116 familles. 116 licenciements. C'est les licenciements, donc on 116 peut parler en famille. Et il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un an, il y a eu, je ne sais plus combien déjà de licenciements. Il y a dû y avoir 33 licenciements. 33, et pendant cette période, il y avait eu au moins 50 une bonne cinquantaine de départs rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle. C'est-à-dire on propose à l'ouvrier de partir s'il veut partir. Selon vous, comment les différentes catégories de salariés réagissent-elles à propos de cette liquidation judiciaire? Alors ça, c'est pas facile à répondre, parce qu'on n'est pas à la place des chefs, on n'est pas à la place des ouvriers. Personnellement, on l'a très mal pris. C'est évident, puisque l'usine est vieille, c'est une usine qui date de 62, et le personnel est vieux aussi, est vieillissant. C'est-à-dire ça fait une vingtaine d'années, 30 ans, que nous sommes tous dans la même usine, quoi. Donc on le prend mal, évidemment. Surtout qu'ils nous ont pris par traîtrise. On savait où on allait, mais ça a été très mal fait, ça a été vite fait, bâclé, je dirais. Donc ils voulaient vraiment se débarrasser de nous, ben, ils ont réussi. Mais pour tous les ouvriers, tous les chefs, je ne peux pas répondre à leur place. Dans quel état d'esprit êtes-vous maintenant? Ben, on est dépités, hein, dégoûtés de ce qui nous arrive, puisque nous on a tout donné. Faut bien savoir que cette année, quand ils ont fait 6 mois de chômage, pendant les 6 mois de chômage, ils ont déplacé un four, comme Philippe l'a dit tout à l'heure. Mais en déplaçant le four, il n'y avait ni l'entrée du four, ni la sortie du four. Donc c'est les mécaniciens de chez nous, c'est les électriciens de chez nous qui ont tout refait, qui ont fait l'entrée, qui ont fait la sortie, qui se sont débrouillés pour que ça marche avec que de la récupération. Ouais. Donc là, vraiment, on est dégoûtés, puisque tous les efforts qu'on a consentis, qu'on a fait, en fin de compte, ça n'a servi à rien, puisqu'ils voulaient absolument nous couler. Donc ça a pris forme sous la forme qu'on nous a refusé nos carreaux. On nous a envoyé quelqu'un de l'usine de Polaguet pour contrôler nos carreaux. On a l'habitude de faire le carrelage. Malheureusement, ils nous refusaient automatiquement, alors que c'est des carreaux qui sont bons et qui veulent maintenant. Et puis la coupure de gaz qui a tout fini, quoi. Selon vous, comment pourrait se passer la reconversion des ouvriers vers une nouvelle vie? Y a-t-il un plan de reconversion? Alors, il n'y a pas de plan de reconversion. Il n'y a pas de plan de reconversion chez nous. Alors, la reconversion, pour les autres ouvriers, vu le bassin d'emploi dans la région, c'est très difficile. Il y a quelques salariés qui ont retrouvé du travail actuellement, mais c'est très très dur. Sur le département, c'est très très dur de retrouver du travail.
Surtout vu, entre guillemets, l'âge de pas mal de salariés, quoi. Êtes-vous au courant d'un éventuel plan de reconversion dans le département? Alors les plans de reconversion, ils sont mis en place à partir du moment où on a des gros coûts, des gros à-coups. Donc par exemple par rapport à la fermeture de la base militaire, donc là on a un plan de restructuration donc avec des financements qui sont appropriés par rapport à ce plan de reconversion. Par contre, quand c'est une entreprise du type industriel comme Ceramix qui est dans un cycle industriel, on n'a pas un plan de reconversion qui est programmé d'un point de vue organisationnel. Au départ, ça se présente comme une tuile hein, qui va sur le toit. Et cette tuile-là avait un... Donc on pouvait mettre que la tuile en fait. Au départ, on pouvait mettre que la tuile et en rajoutant le panneau photovoltaïque, vous aviez carrément une production d'électricité. C'est-à-dire que toutes les maisons que vous voyez avec des grands panneaux de cette forme-là, mais beaucoup plus grands, de cette matière-là, c'est des panneaux qui vont servir à produire de l'électricité dans votre maison. Souvent, c'est fait pour les maisons où il y a du chauffage électrique ou alors le chauffe-eau électrique, toutes ces choses-là. Il y a des panneaux photovoltaïques. Donc ça permettait de faire tout un toit en photovoltaïque. On pouvait avoir que la tuile ou on pouvait avoir les deux. Au départ, c'était un projet qui était bien. Hein, c'était un Ce beau que je veux projet. rajouter, c'est que l'avantage de cette tuile photovoltaïque, c'est que quand vous avez les grands panneaux que vous voyez sur les toits, quand il y a un élément qui est mort dans le panneau, il faut changer tout le panneau. Là, quand il y a un élément qui est mort, on ne change que le petit panneau photovoltaïque, c'est-à-dire tout le reste à côté fonctionne. Ce panneau-là. Pourquoi le projet des plaques solaires n'a-t-il pas... Alors, pourquoi il n'a pas abouti? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que la tuile que vous voyez là, quand ils l'ont passée en soufflerie, cette tuile, elle était en Italie, elle était bonne. Sauf qu'en France, elle n'était pas bonne, parce qu'il faut savoir qu'en France, les normes sont beaucoup plus rigoureuses qu'en Italie. Et donc, quand c'est passé en soufflerie en France, ça prenait l'eau de partout. Donc il a fallu revoir le moule. Donc ils ont refait un moule, on a refait les essais, c'était bon. Sauf que pendant ce temps-là, les panneaux avaient changé. Et donc il fallait revoir tous les panneaux. Et en plus, pas de chance, ils les ont pris en Chine, ils se sont fait... Le problème, c'est que ça a profité de Chine. Voilà, On a commandé pour 500 000 € de petits panneaux, enfin pas des panneaux, des petites cellules. Ça a transité par l'Italie. Et apparemment, on n'a pas la preuve exacte, mais on est tombé sur un truand, un voleur. Il a falsifié les documents. ont été truandés en fait. Il a falsifié les documents et il n'a pas envoyé les bonnes cellules. Donc nous, on s'est retrouvés à Châteauroux avec des cellules qui ne fonctionnaient pas. Qui étaient pas bonnes. Et vos machines, elles sont devenues quoi? Alors les machines de photovoltaïque, pour le moment, elles ne sont pas encore vendues. Ils ont vendu la salle blanche. Ouais. Et puis sinon, toutes les autres machines, elles ont été vendues aux enchères. Voilà. Il y a eu une vente aux enchères. Vous l'avez là, voilà. Voilà, elles ont été vendues. À qui le matériel a-t-il été vendu? Le matériel, il a été vendu. Alors pour les presses, il me semble qu'il y a un revendeur, un revendeur italien ou italo qui est venu les chercher et puis qui va les revendre à bon prix. Et puis sinon le reste, malheureusement, c'est beaucoup parti pour la ferraille. Hein. D'ailleurs là, quand on va dans notre usine et ils broient les wagons, ça fait mal au cœur de voir son outil de travail. Que nos anciens représentants, eux, ceux qui nous refusaient le carrelage, c'est-à-dire ceux de Serabati, qui nous refusaient le carrelage, maintenant ils le réclament. Ils le veulent. Ils le veulent, ce carrelage-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont venus faire un inventaire de ce carrelage, mais ils ont fait juste l'inventaire, un inventaire contradictoire parce que M. Mousset ont fait un inventaire, eux, à leur niveau pour pouvoir vendre aux enchères. Ils sont venus faire un inventaire contradictoire en réclamant le carrelage qui éventuellement peut être à eux. C'est 468. 460 entre 5 et on va dire 450 000 m². Et puis, on n'est pas loin, 450 000 m². 450 000 m² vendus à 2 € le mètre carré. Ça fait le double. Ça fait presque 1 million d'euros. Et on peut supposer que ça, vendu aux enchères, si c'est mis à prix à 2 €, automatiquement il y en a qui vont monter. Et que sont devenus les dirigeants de l'entreprise de Ceramix? C'est-à-dire que le problème, c'est
Ces dirigeants-là, en fait, on pourrait les appeler Casper. Voilà. On les voit plus depuis On les voit plus depuis le mois de décembre. Ils sont, ouais, ils sont Le partis. 5 décembre. Non, depuis le 22, 21 ou le 22. Parce Ouais. qu'il disait que Le 21, le l'usine 22. est à l'arrêt à partir du 5 décembre. Ouais, alors l'usine était à l'arrêt. Le gaz a été coupé le 5 décembre, mais l'usine n'était pas arrêtée. L'usine, elle, a continué à tourner. On faisait du retriage, on faisait quelques trucs au niveau. Par contre, tout ce qui était cuisson, tout ça, ça pouvait plus gaz, donc ça pouvait pas fonctionner. Oui, donc en gros, dès qu'il s'était terminé. Nos dirigeants, enfin notre dirigeant, si on peut appeler ça un dirigeant, parce que ça me fait un peu mal au samirisme Oui. quoi quand on dit dirigeant. Il est parvenu depuis le 21 décembre. Avez-vous reçu votre salaire avant le licenciement? Alors là, si on parle salaire, on se fâche. Non, le salaire, ça a été très compliqué pour nous. Au niveau des salaires, on a des personnes qui ont été vraiment dans des galères parce que justement, nos dirigeants étaient partis, ils assuraient plus rien. Il y a eu un mandataire judiciaire, il y a eu un liquidateur judiciaire. Ils avaient du mal pour avoir les données ou ils ne se donnaient pas de mal pour les avoir, on va dire ça comme ça. Et puis à l'arrivée, c'est les salariés qui trinquaient parce que pour vous donner un exemple, le salaire de décembre, on a dû le toucher, je crois, le 15 février, quelque chose comme ça. Donc, en attendant, il fallait vivre. Et maintenant, vous les touchez, vos salaires? Alors maintenant, on est au chômage, et le chômage, pour l'instant, nous paye. Donc ça fonctionne. Mais on se bat toujours pour récupérer le reste, hein, parce qu'on n'a pas tout touché encore. Il manque encore de l'argent. C'est une longue bagarre, il faut toujours être... Ce matin, j'avais une commission de suivi justement avec le liquidateur judiciaire. Ce qui fait que c'est une commission de suivi, en fait, c'est tous les mois, après qu'il y a eu un plan social, on se réunit et on évoque les différentes questions, les différents problèmes qu'on a rencontrés. L'épisode sur la prévoyance, ça fait une assurance que vous payez vous? C'est une assurance, la prévoyance, c'est une assurance qui est prise par l'employeur. Et depuis le mois d'octobre, on n'avait plus de prévoyance. Par contre, ils continuaient toujours à nous prélever, la prévoyance. C'est pas mal. Et ils l'ont fait, oui, ça, sans problème, sans souci. Il y avait plus, ils payaient plus l'assurance de l'usine. Est-ce que vous êtes un peu tous relayés, par exemple, qu'il y en avait même qui dormaient par terre parce qu'ils avaient peur que, par exemple, on leur arrête les serveurs, qu'on leur récupère les serveurs informatiques, ou par exemple, il y en avait qui vendaient des sandwichs. Dans la lutte, il faut savoir que dans la lutte, il y a un petit côté festif aussi, qui fait que, parce que sinon on ne tient pas, donc il y avait des sandwichs, on avait des entreprises de Châteauroux qui nous ont fourni de la viande. Châteauroux Viande nous a donné plus de 60 kg de viande. On avait un petit système de cagnotte, c'est-à-dire qu'on prenait un sandwich 50 centimes d'euros, et puis ce qui nous faisait une petite cagnotte, et puis après on servait de cette cagnotte pour à nouveau racheter du pain, acheter de la viande pour faire des sandwichs, et puis barbecue, quoi. Les choses qui vont avec la graine. Pour revenir sur les serveurs, parce que les serveurs c'est important, en fait ces serveurs on ne voulait pas qu'ils partent de chez nous parce que c'est dans ces serveurs-là qu'il y a toutes les données informatiques. Donc nos dirigeants, la première chose qu'ils ont voulu c'est récupérer les serveurs. Donc si on s'est dit s'ils veulent récupérer les serveurs, c'est qu'il y a des choses qui sont compromettantes contre eux. Donc pour pas qu'on se serve de ça, ils voulaient les récupérer. Et nous, on a fait en sorte qu'ils les récupèrent. Quelles sont les conséquences de la fermeture de Ceramix pour le département? Alors pour le département, on va dire Ceramix, ça s'inscrit dans un cycle, on va dire, de fermeture d'un certain nombre d'entreprises de production basique, de production industrielle, puisqu'on a connu en fait une évolution en phase par rapport à ça. Et Ceramix, c'est l'exemple typique. Donc cette entreprise-là, elle existe depuis 150 ans. Donc c'est une vieille entreprise industrielle qui existe depuis le début, on va dire, du 19e, enfin milieu du 19e siècle. Et donc le système d'entreprise, on en a fermé déjà un paquet depuis 150 ans. Et progressivement, on réinstalle, on refait des usines ailleurs que celles qu'on avait au départ. Donc il y a plein d'usines. Si vous regardez sur Internet, vous regardez Serabati, vous verrez, il y a des vieilles photos qui datent du siècle dernier. On a des grandes usines qui sont à Senlis, qui sont dans ces coins-là.
et qui sont aujourd'hui fermées. On a refait on a reformaté, comment on pourrait dire, les espaces pour les transformer en logements, les transformer en autres sites industriels. Et Serabati fait partie de ce système-là. Donc, entre la création de l'entreprise ici, qui date de 1962, donc ça date quand même déjà d'une certaine période, et 62, ça correspondait au fait qu'on avait à l'époque les Américains qui étaient en situation de partir, donc avaient créé un emploi assez important sur Châteauroux. Et comme on avait prévu la fermeture, on a créé une zone d'activité importante, une grande zone industrielle. Et sur cette zone industrielle, on a fait en sorte qu'il y ait des grandes entreprises qui viennent s'installer. Donc ça, on va dire, c'est la phase 62. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, parce que vous avez certainement dû entendre parler d'Ozan, des Chinois, etc., on est à nouveau dans un cycle un peu similaire, puisque on se retrouve avec les fermetures industrielles et on se retrouve aussi avec le fait que on a perdu la base militaire, donc on a perdu des emplois. Il faut trouver une compensation, donc il faut qu'on essaye de trouver des nouvelles entreprises. Est-ce un cas isolé ? Oui et non, puisque on a ce type d'entreprise qui est en fin de vie, on va dire, par rapport au choix qui a été fait par les industriels. On a sur cette zone d'activité un certain nombre d'autres entreprises, comme Mie d'emballage par exemple, qui sont fermées déjà depuis un moment. Donc c'est pas un cas isolé. On a d'autres usines qui se ferment aussi, comme Fenwal. Enfin, il y a un petit peu ce qui se passe sur Fenwal au niveau de la Châtre. Il y a aujourd'hui des restructurations qui se font aussi à Montier-Chaume, aux Chaussures-André, enfin je pense que ça s'appelle maintenant. Donc c'est pas des cas isolés. On est aujourd'hui dans le problème du transfert donc de la fabrication vers les autres pays. Ça s'appelle la délocalisation. Vous avez entendu parler de ça. Donc le principe, c'est qu'aujourd'hui, on va là où la main-d'œuvre est la moins chère quand on est dans des systèmes de fabrication qui restent à un niveau, on va dire, de technologie où on ne fait pas progresser l'outil de travail. Quelles sont les conséquences de la fermeture de Ceramix sur le développement du territoire ? Alors la conséquence, elle est locale, puisque l'entreprise, vous avez bien compris, l'entreprise aujourd'hui, elle repart sur un autre site industriel qui est dans la Haute-Loire. Donc là où on relance aujourd'hui, le groupe Ceramix relance en fait la fabrication. Donc je vous invite à aller sur Internet pour regarder la présentation de la nouvelle entreprise qui dit de manière assez extraordinaire que c'est des produits français, c'est un savoir-faire qui existe depuis 150 ans et on reprend sur ce nouveau site en fait tout ce qu'on a abandonné sur le site de Châteauroux et qu'on a transféré sur ce nouveau site. Alors pourquoi ils ont été s'installer sur ce nouveau site ? C'est un petit peu la question qu'on pourrait poser, parce que tout ça, ça reste en France d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qui fait qu'en Haute-Loire, on aille s'installer plutôt qu'à Châteauroux ? C'est peut-être aussi les questions qu'on peut se poser d'un point de vue politique. C'est-à-dire, qui c'est qui favorise d'une certaine manière l'emploi qu'on prend à un endroit ou qu'on transfère à un autre endroit. Donc au niveau de l'aménagement du territoire, l'emploi d'une certaine manière, il va continuer à exister plus ou moins avec le nombre qu'on avait au départ, en général avec moins, puisqu'on va utiliser des outils technologiques qui sont beaucoup plus performants. Donc on va avoir de moins en moins d'emplois dans le système industriel, de plus en plus dans les systèmes périphériques, donc tout ce qui va concerner la mise en marché, le marketing, etc. Pour la presse, on a eu la chance, et ça je ne dis pas parce que M. Courtin est là, Non, mais c'est vrai. mais c'est vrai, on a eu la chance d'avoir toujours une écoute, toujours quelqu'un qui était, même des fois qui est allé même plus loin que ce qu'on aurait pu penser. Et donc à ce niveau-là, au niveau autant presse écrite que presse la radio, même France 3 qui est venu plusieurs fois. Non, là au niveau de la presse, on a eu une bonne écoute et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que vous en avez entendu parler. Que c'est pour ça que vous vous êtes penché sur la question. Voilà. Parce que justement, on a la chance d'avoir, et ça faut le dire, on a la chance d'avoir à Châteauroux